Partout dans le monde, l'économie est mise au pilori. Et avec elle, les patrons, tenus responsables de tous les effets de la mondialisation. Il y va de la réussite de l'entreprise. C'est aussi le travail d'un patron d'assurer cette réussite. Les patrons allemands passent du secteur financier à l'acier en faisant un détour par la chimie. Il y a un va-et-vient constant. En dépit de son salaire élevé, le patron ne s'identifie plus du tout à son entreprise. À long terme, il n'y a pas d'économie en bonne santé sans morale. C'est impossible. Wendelin Wiedeking, le patron de Porsche, a gagné en 2007 plus de 70 millions d'euros. Klaus Esser, l'ancien PDG de Mannesmann, a touché 59 millions d'euros. Légitime rétribution ou simple cupidité? Il y a visiblement deux poids, deux mesures. D'un côté, le salarié, de l'autre, le patron. Alors que le revenu des employés n'a progressé que de 1,4%, moins que l'inflation, celui des dirigeants a augmenté en moyenne de 40% depuis 2003. Et pendant que des hauts dirigeants d'Airbus étaient visés par une enquête sur des délits d'initiés, ces salariés se battaient pour leur emploi. Corruption, excès et dialogue social difficile, telle est l'image des patrons auprès de l'opinion publique. Cette image est-elle justifiée? La situation salariale des patrons s'est très nettement améliorée, bien plus que celle des employés. Du fait de la mondialisation, les critères d'évaluation ont changé. Mais il y a certaines choses qui sont difficiles à faire passer auprès de l'opinion publique. Quand Wendelin Wiedeking touche un salaire record, car les bénéfices de son groupe ont doublé en un an, passant de 2,5 milliards à 5 milliards, c'est tout à fait compréhensible. Et je pense que son personnel est très content pour lui. Après tout, il a quasiment sauvé l'entreprise de la faillite et lui a assuré un avenir très prometteur. C'est un peu son œuvre à lui. Beaucoup d'autres ont apporté leur pierre à l'édifice, mais ça reste quand même son œuvre. Ce qui passe mal, en revanche, c'est lorsqu'il y a contre-performance et que le salaire ou les primes augmentent malgré tout. C'est difficile à faire accepter. Là, il y a un véritable problème de crédibilité. On est complètement à côté de la plaque. J'étais pour la réglementation d'avant 1990 qui empêchait un patron de gagner plus de 20 fois le salaire moyen d'un employé. C'était très bien. Comme ça, on n'aboutissait pas aux aberrations actuelles. Il y a sans nul doute une certaine arrogance dans la façon dont les élites dirigeantes du management se sont comportées, notamment aux États-Unis. Je pense à la crise bancaire qui a donné lieu à des versements d'indemnités, y compris en cas d'incompétence avérée. Ce n'est pas acceptable dans une société où l'on entend récompenser la performance. Prenez la théorie classique de la rémunération basée sur la performance. Qui peut me démontrer qu'un ouvrier métallurgiste est 400 fois moins performant que le PDG de la Deutsche Bank, qui gagne 400 fois plus? Ou prenez le salaire moyen d'un patron qui est 200 fois plus élevé que celui d'un employé. Personne ne peut sérieusement prétendre que la performance d'un patron est 200 fois plus importante. Alors, où est l'explication? Les économistes américains parlent d'économie de la jungle. Je pars en chasse à la recherche d'une proie, et une fois que je l'ai attrapée, elle m'appartient. C'est une façon de voir les choses. L'autre explication à laquelle je souscris se situe au niveau du pouvoir et de la hiérarchie. C'est le prix de la brutalité de ce travail. En gros, on leur dit « Tu peux être tranquille, on va te verser un très bon salaire, mais en échange, tu devras atteindre précisément les objectifs que le marché financier te fixera. » Au fond, le salaire des patrons est, comme je suis tenté de l'appeler, le salaire de la peur, ou le salaire de la discipline exercée dans les entreprises sur leurs employés pour leur imposer cette recherche de rentabilité à court terme. L'un des patrons européens les plus puissants et les plus couronnés de succès des années 80 vit aujourd'hui retiré en Haute-Provence. Daniel Goedver a travaillé notamment pour Ford et Volkswagen. À cette époque déjà, il passait pour un visionnaire et un non-conformiste, réputé pour sa créativité et ses thèses provocantes.
La véritable économie, l'économie qui emploie des gens, produit et vend des biens, et qui contribue au niveau mondial à une certaine prospérité, cette économie-là fonctionne. Et le néolibéralisme est un bon système. Ce qui est devenu insensé, ce sont les marchés financiers qui dépassent de loin les activités de l'économie réelle. Les milliards de capitaux qui circulent en bourse sont en décalage total avec le nombre d'hommes que l'on peut employer pour fabriquer des biens. Les marchés financiers pèsent tellement sur les patrons que ces derniers veulent des résultats à très court terme. Regardez la bourse. Ce qu'on lit et entend parfois dépasse l'entendement. L'entreprise X avait annoncé un bénéfice d'1,5 milliard pour le premier trimestre, mais n'en a réalisé qu'1,1 milliard. Grosse déception à la bourse, l'action dégringole. Et dans quel monde vivons-nous donc? De quoi parlons-nous? Ou alors on n'entend que des traders, des gens qui travaillent avec l'argent de grandes entreprises, peuvent toucher un revenu annuel d'1 milliard d'euros. On est dans un monde qui n'est plus réel. De ce point de vue-là, le monde est devenu fou et les gens avec. Depuis le début des années 90, les entreprises cotées en bourse attirent de plus en plus la convoitise des investisseurs financiers internationaux. Les entreprises sont achetées, vendues ou, quand cela s'avère rentable, démantelées. À l'instar d'autres valeurs en capital, elles sont devenues un objet de spéculation. Aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est plus l'entreprise avec ses produits, mais l'entreprise que l'on peut exploiter rapidement, sans se soucier de ce qu'elle fabrique. Je vais vous donner un autre exemple. Prenez l'envolée irrationnelle des prix du pétrole. C'est le même processus. Autrefois, le pétrole était pour nous un produit, une ressource qui se négociait sur les bourses. À présent, le pétrole est devenu un bien sur lequel on spécule. C'est la même chose avec les denrées alimentaires. Comme le pétrole que je citais en exemple à l'instant, elles sont devenues un investissement, une valeur en capital. Si je décide de spéculer aujourd'hui, je vais chercher une valeur en capital avec laquelle je vais pouvoir faire des profits relativement rapidement. Or, la pénurie des denrées alimentaires fait d'elle un objet de spéculation. Les produits eux-mêmes deviennent complètement abstraits. On en oublie leur utilité première. On s'en sert comme d'un instrument destiné à augmenter rapidement les profits sans se soucier de ce qu'ils sont. Il y a une différence totale face aux produits. Certains, à juste titre peut-être, avancent des arguments moraux et affirment que les denrées alimentaires sont aujourd'hui un enjeu important pour l'équilibre mondial, mais aussi pour la prévention de la pauvreté et surtout de la faim. Mais ces arguments sont vite balayés. Ça n'intéresse absolument personne. Aujourd'hui, les denrées alimentaires ont un tout autre but, puisqu'il s'agit d'en tirer un profit rapide, comme de n'importe quelle valeur en capital. Les entreprises qui résistent à l'obligation de rentabilité exercée par leurs investisseurs financiers en paient le prix sur les places boursières. Le cours de l'action sert souvent de référence dans les décisions de gestion, la maximisation des profits et l'augmentation de la valeur de l'entreprise devenant le fil conducteur de la stratégie des dirigeants. Disons que c'est l'époque qui veut ça. Cela a commencé en 1990, quand la démocratie et le capitalisme l'ont emporté sur le système socio-économique communiste. Sur les marchés internationaux, les signaux ont sensiblement changé et les patrons ont dû en tenir compte. Il y avait une concurrence acharnée avec pléthore de capitaux sur les marchés, conséquence d'une politique très laxiste de la Banque centrale. Dans ce contexte de concurrence acharnée, les patrons pouvaient difficilement échapper à l'impératif ambiant du plus vite, plus fort, plus haut. Celui qui voulait s'y soustraire était racheté par le marché et donc éliminé. Une entreprise qui n'a pas de valeur ou qui n'est pas estimée correctement court évidemment le danger d'être rachetée. Au cours de ces dernières années, nous avons eu la chance de pouvoir racheter une série d'entreprises précisément parce qu'elles n'avaient pas créé de la valeur. Cela ne doit pas nous arriver. Nous faisons donc tout pour rester indépendants et autonomes et ne pas être rachetés demain par un Chinois. Et peut-être que nous rachèterons telle ou telle entreprise chinoise.
En septembre 2001, Manfred Wennemer devient président du directoire de l'entreprise Continental, alors mal en point. À cause de la frénésie d'expansion de son prédécesseur, le groupe a accumulé 2,1 milliards d'euros de dettes. La bourse parie sur son rachat. Mais en 3 ans, Manfred Wennemer réussit à faire du fabricant allemand de pneus un équipementier automobile aux activités diversifiées qui enregistre une forte croissance dans le monde entier. Le secret de sa réussite ? Des délocalisations dans des pays à bas salaire et une stratégie d'entreprise résolument orientée vers la rentabilité. Nous n'avions pratiquement pas d'argent. Nous étions presque en faillite. Et en 2001, nous avons dû fermer 5 usines dans le monde. Oui, ça a coûté 4 500 emplois à l'époque. Mais avec le recul, on peut dire que l'entreprise continentale d'autrefois, qui employait 30 000 personnes, est devenue beaucoup plus forte et donne aujourd'hui du pain et du travail à 150 000 personnes dans le monde. Ça ne veut toutefois pas dire que tous les emplois de par le monde seront pérennes. La restructuration de Continental est un tel succès que fin 2007, le groupe peut racheter VDO, la branche électronique automobile de son compatriote Siemens. Prix d'achat 11 milliards d'euros. Les victimes de cette transaction, les employés de l'usine VDO de Wetzlar, qui doit fermer fin 2008. Nous avons plusieurs fois sollicité un entretien avec M. Wennemer. Nous lui avons écrit des lettres pour lui demander des explications. Il a juste répondu qu'en Europe de l'Ouest, la production d'appareils multimédia n'est plus rentable. Nous n'arrivons pas à y croire. Pour nous, il y a des raisons politiques. C'est une stratégie pour délocaliser les productions d'Europe de l'Ouest, notamment de l'Allemagne, vers les pays à bas salaire. Continental a plus de 50% de sa production dans ces pays-là, alors que les branches VDO en ont moins de 20%. Il doit penser que produire dans des pays à bas salaire suffira à garantir le succès et la maximisation des profits. La mondialisation a changé beaucoup de choses. Sur ce point, il devient aujourd'hui difficile d'assurer en toutes circonstances et à chacun un emploi en Allemagne. Et je ne pense pas que ce soit réaliste. Aux alentours des années 60-70, la concurrence venait essentiellement d'Allemagne, ensuite d'Europe. Aujourd'hui, nous avons 2,5 milliards de personnes en plus sur le marché du travail qui aimeraient travailler elles aussi. On peut s'interroger sur le droit au travail. Est-ce un droit allemand ? Un droit européen ? Un droit international ? Et quand je dis qu'une partie de l'humanité a droit au travail, que fais-je de l'autre partie ? Je trouve cette distinction entre morale mondiale et morale locale quelque peu douteuse. Cela sous-entend que je devrais être l'exécuteur de basses œuvres au niveau local pour me montrer un tant soit peu moral au niveau mondial. Or, la raison première de la mondialisation, notamment la question de l'investissement direct et le motif de la délocalisation d'entreprises allemandes en Europe de l'Est, n'a rien à voir avec la morale. Pour ces entreprises, la seule chose qui compte, c'est le potentiel de diminution des coûts, notamment le recours à des coûts salariaux faibles, afin de fabriquer des produits meilleur marché, ou plus exactement, à moindre frais. Les navigateurs GPS qui étaient jusqu'à présent fabriqués à Wetzlar viendront à l'avenir de la République tchèque, et ce malgré l'intervention des pouvoirs publics locaux. La rencontre avec M. Wennemer s'est faite relativement simplement. Je l'ai rencontré à Francfort, dans une salle de réunion d'une succursale de VDO. Il s'est montré très communicatif et ouvert à la discussion. Mais lorsque j'ai abordé la question décisive, était-il disposé à réexaminer sérieusement les atouts de ce site et à reconsidérer sa décision, notamment en reprenant les éléments relatifs à la gestion, il s'est montré très réservé.
La direction de l'entreprise, à savoir M. Wennemer, ne m'a pas contredit sur le fait que la production en tant que telle non seulement est viable, mais génère du profit. Seulement, la rentabilité a des chances d'être un peu meilleure ailleurs qu'ici. Pour ma part, je pense qu'un groupe allemand qui vend une partie de ses produits en Allemagne ne peut pas prendre ce genre de décision sans un minimum de responsabilité vis-à-vis des femmes et des hommes qui produisent à Wetzlar des appareils électroniques depuis plus de 45 ans. Pour une entreprise cotée en bourse, dont le taux de rendement dépend des marchés financiers, la délocalisation dans des pays à bas salaire semble être la seule alternative possible. Conséquence, des bassins industriels sinistrés. C'est le cas avec Nokia. Début 2008, le groupe a annoncé la fermeture de son usine de Bochum. Pour les analystes, une simple décision. Pour les salariés concernés, un véritable choc. Leur emploi est sacrifié sur l'autel de la course au profit. La décision de Nokia peut se lire comme une fable, mais qui se termine plutôt mal. Elle illustre le conflit entre un marché financier radicalisé et notre société civile qui attend de la responsabilité de la part d'une entreprise. D'abord, il faut savoir que Nokia a gagné chaque année sur le site de Bochum 50 000 € par employé. C'est un partage passablement grotesque de la valeur ajoutée entre capital et travail, mais c'est ainsi. Nokia n'a pas cherché à se justifier en invoquant des difficultés économiques, mais a avancé, non sans une certaine outrance, que sa présence à Bochum n'était plus acceptable. Et auprès de qui n'est-elle plus acceptable? Eh bien, auprès du marché financier, des analystes qui lui disent « Pourquoi restez-vous là? Vous gagnez 50 000 € par tête, alors qu'en Roumanie, vous en gagneriez 80 000 ou que sais-je » Et auprès de la société civile, des citoyens, de l'opinion publique, c'est justement ça qui n'est pas acceptable. À savoir qu'une entreprise manifestement très rentable, mais pas encore assez, licencie plusieurs milliers d'employés. Ça illustre bien le conflit auquel nous sommes confrontés actuellement. De nombreux facteurs ont conduit à une perte de confiance de l'opinion publique. Nous avons connu une période de restructuration au cours de laquelle beaucoup d'entreprises ont dû procéder à des restructurations musclées, supprimer des emplois et se réorganiser. Or, ces mauvaises nouvelles se sont souvent accompagnées de bonnes nouvelles. Augmentation des bénéfices, amélioration des recettes, ce qui était difficile à faire admettre. La crédibilité est un des premiers sujets de préoccupation des patrons. La sphère publique est un thème également très présent dans les entreprises. Pourtant, beaucoup d'entre elles ne semblent avoir trouvé aucune recette pour y jouer un rôle différent. La plupart se sentent profondément incomprises. Elles préfèrent ne pas communiquer, même de manière offensive, et s'efforcent de rester en retrait de la sphère publique. Il faut comprendre ce qu'est le bénéfice. Le bénéfice, c'est le résultat des décisions que mes prédécesseurs ont prises ou que j'ai moi-même prises il y a 2, 3 ou 4 ans. Je récolte aujourd'hui le fruit du travail bien fait. Et afin de pouvoir, dans 2-3 ans, disposer de bénéfices suffisants pour financer des investissements ainsi que la recherche et le développement, je dois aujourd'hui prendre les bonnes décisions. Sur ce point, il n'y a absolument aucune contradiction. Je récolte le fruit du travail que j'ai bien fait.
Et je sème, je crée les conditions pour que cela continue. C'est un message qui est souvent difficile à faire passer. Mais si vous considérez cela d'un point de vue purement logique, cela tombe sous le sens. Je ne peux pas me reposer sur le passé. Je n'arrive pas à comprendre. Je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes une équipe relativement petite comparée aux autres sites. Mais nous réalisons malgré tout de très bons bénéfices. Je n'arrive pas à comprendre. Nous produisons un travail de qualité et nous livrons dans les temps. Les mots me manquent. Et il n'y a pas qu'à moi que les mots manquent. Là, dans cet atelier, il y a en ce moment environ 200 personnes au travail qui ressentent la même chose que nous deux. Oui. Cela concerne un peu plus de 300 salariés de Continental. Nous recrutons dans de nombreux pays, y compris en Allemagne, des gens qualifiés. Je ne prétends pas que chacun ou chacune de nos employés de Wetzlar retrouvera un emploi au sein du groupe Continental. Mais je maintiens qu'avec de la flexibilité, nous serons en mesure d'offrir un emploi convenable à plus de la moitié des salariés concernés en Allemagne. Je ne parle pas de la Roumanie. De ce point de vue, je pense que si l'avenir du site de production de Wetzlar est sérieusement compromis, le secteur recherche et développement, en revanche, lui, continuera. Nous aurons assurément la possibilité de proposer à ceux et celles qui feront preuve de flexibilité un nouvel emploi en Allemagne. J'ai déjà connu ça. Il y a 16 ans, j'ai quitté l'Allemagne de l'Est pour l'Allemagne de l'Ouest parce qu'il n'y avait plus de travail là-bas. Maintenant, j'ai 2 enfants. Le grand est en apprentissage et je n'ai pas envie de repartir. Les patrons doivent assumer leurs responsabilités, car derrière chaque grande entreprise, il y a une équipe compétente qui est à la base de sa réussite. Et c'est ce que nous sommes ici sur ce site. Nous sommes performants. Pour moi, les patrons n'ont que des dollars dans les yeux. Ils ne voient pas les gens et leur situation sociale. Je pense que M. Wennemer est un patron résolu et très ambitieux, qui est à la tête d'une entreprise fortement mondialisée. Il dirige son entreprise d'une main de fer. Il dit aux Allemands, vous devez de nouveau travailler 42 heures et ferme une usine à Stöcken. Résultat, 300 suppressions d'emplois. Il agit de manière très résolue, mais son entreprise, dans l'ensemble, est performante. En Allemagne, le solde d'emploi est positif. Cela veut dire que l'emploi chez Continental a augmenté et non diminué. Je pense que c'est un conflit quasi insoluble. Certaines productions ne peuvent pas être maintenues en Allemagne et les salariés en font les frais. Ils perdent leur emploi, comme ça a été le cas chez Nokia. Malheureusement, on n'a pas pu l'empêcher, que ce soit par la politique ou par d'autres recours. Les personnes hautement qualifiées ont retrouvé du travail relativement vite. Pour les moins qualifiés, en revanche, c'est difficile. Regardez ce qui s'est passé chez Nokia. 3000 personnes, je crois, ont été licenciées. Certaines retrouveront peut-être du travail dans l'industrie, certainement avec des conditions plus mauvaises, augmentation de la charge de travail et salaires moins élevés. Beaucoup d'autres se tourneront vers le secteur des services, il ne reste pas grand-chose d'autre. Or, les services ne produisent qu'une faible valeur ajoutée. Un gardien de parking ne peut pas s'offrir les services d'une femme de ménage et réciproquement, car ni l'un ni l'autre ne produisent de la valeur ajoutée importante. On s'enfonce dans une économie de la pauvreté, une walmartisation de l'économie, comme on pourrait l'appeler. On travaille dans des conditions semblables à celles de chez Walmart, mais on ne peut plus faire ses courses que chez Walmart, ou en Allemagne, Lidl ou Aldi pour ne citer que. Tel est le développement auquel nous assistons, et le troisième larron de l'histoire, c'est le capital.
Si nous avions eu cette discussion il y a 10 ans, nous n'aurions jamais évoqué le sujet des travailleurs pauvres. À l'époque, seuls les États-Unis étaient touchés. Quelques chercheurs spécialisés sur la question du travail parlaient simplement du nombre croissant de ceux qui ne pouvaient plus vivre de leur salaire. Or, depuis 3-4 ans en Allemagne, c'est un problème très actuel. Nous avons aujourd'hui 6,5 millions de salariés, soit plus de 22% du total, qui travaillent pour un bas salaire, c'est-à-dire qui touchent un salaire se situant juste au niveau du seuil de subsistance. En dessous, la subsistance n'est plus assurée. Comment en est-on arrivé là? Est-ce un effet de la mondialisation? Est-ce un état de fait inéluctable? Prenez certaines branches, par exemple l'hôtellerie, qui est un secteur important, ou la coiffure, ou bien d'autres. Personne ne réussira à me convaincre que ces bas salaires sont une conséquence de la mondialisation. Dans les secteurs confrontés à la mondialisation, notamment celui de l'export, les salaires sont corrects. Je ne vois donc aucune raison. Pour moi, il s'agit d'une précarisation du travail organisée de l'intérieur, qui n'a aucun rapport avec la mondialisation. Au début des années 90, les marchés financiers débridés font régner leur loi. Daniel Goetwer quitte ses fonctions de président du directoire de Volkswagen à Wolfsburg. Sa philosophie, selon laquelle l'entreprise est aussi un objet social, où éthique et morale sont nécessaires, n'est plus en phase avec l'époque. Ce que je remarque dans l'économie de ces 15 dernières années, c'est que l'on confond très souvent vitesse avec orientation à donner à l'entreprise. L'objectif principal, c'est d'aller vite. On ne parle pas d'orientation, comme si la vitesse était un but en soi. Alors ce n'est pas le cas. Une part importante de la motivation des actionnaires, des clients, tout comme des employés, reste liée à la question « Où voulons-nous aller ?» et non pas à une stratégie à court terme. Prenez une entreprise avec une marge de 10%. Elle va se dire, ce n'est pas assez, je veux une marge de 12%. Comme 10, c'est moins que 12, il faut que je produise ailleurs. Face à cette pression colossale, face à cette épée de Damoclès, les patrons craignent la réaction du monde, des actionnaires et du conseil d'administration s'ils n'atteignent pas cet objectif dans l'année. Ils se disent donc, il faut vite que je fasse quelque chose. Il y a aussi une arrière-pensée derrière tout ça. Si je vais plus vite, on me versera peut-être quelque chose pour me dédommager, car après tout, je fais un job très risqué. Tout ça fait que le patron pense à court terme. Il utilise toutes les méthodes pour maîtriser ce court terme et en tirer le maximum, y compris en ayant parfois recours à des moyens condamnables comme la corruption. Et au final, il pense avoir fait son boulot. Je déteste quand un patron me dit « Nous avons fait une marge de 12% cette année. L'année prochaine, nous visons les 15. » Qu'est-ce que ça veut dire? Surtout quand il ajoute dans la foulée « Et pour atteindre ce chiffre, il va falloir licencier 6 000 salariés. » Cela ranime les peurs ancestrales de l'homme, comme à l'âge de pierre. D'où vient l'éclair? D'où vient le tonnerre? D'où vient le déluge? Aujourd'hui, c'est comme ça. Un type va travailler tous les jours avec la meilleure volonté du monde, en se donnant à fond. Il va se tuer à la tâche, rentrer chez lui fatigué, et le lendemain, il apprendra que son entreprise n'existe plus. Comment lui expliquer ça? Ce sont précisément ces peurs ancestrales de l'homme que notre économie moderne réactive. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Comment l'ouvrier au chômage peut-il aussi comprendre qu'il est désormais, en tant que capital humain, un facteur de coût dont la valeur est déterminée par la bourse? Les entreprises cotées en bourse, notamment les grandes entreprises, sont pilotées par les actionnaires, par les détenteurs de capital.
Et il est important de mettre les choses au clair. Ces actionnaires ne sont pas constitués d'une masse de gentils petits porteurs. Si c'était le cas, le problème ne serait pas aussi grave. Non, ces actionnaires sont des investisseurs financiers de plus en plus concentrés, suffisamment gigantesques et puissants pour décider du développement d'une entreprise ou l'envoyer ad patresse. C'est là que réside le problème. Si je me mets à la place d'un patron d'une grande entreprise en Allemagne, la situation est difficile. Il faut bien le reconnaître. J'aurais beau arriver avec des valeurs d'ordre religieux, social ou éthique, il sera extrêmement difficile de les faire valoir dans le cadre de l'entreprise. Je ne pense pas que nous soyons chez Continental uniquement motivés par la valeur de l'action en bourse. Les décisions difficiles, comme les fermetures d'usines ou les suppressions d'emplois, personne ne les prend de gaieté de cœur. Oui, certains pensent « je préfère ne rien faire plutôt que de me faire étriller par les médias ». Après moi, le déluge, je vais tenir encore 2 ans et après je partirai à la retraite. Nous, ce n'est pas ainsi que nous raisonnons. Notre position est de dire, nous sommes aujourd'hui dans une situation satisfaisante et nous devons faire en sorte de la conserver. Il faut donc prendre aujourd'hui les décisions qui nous permettront d'être compétitifs demain. Et ces décisions s'accompagnent automatiquement d'une augmentation de la valeur boursière. Les entreprises dirigées par leurs propriétaires, que ce soit des entreprises familiales ou des fondations, nous avons beaucoup de fondations dans ce domaine, ont évidemment d'autres alternatives, des alternatives bien meilleures. C'est le cas du constructeur de machines Trump, dans le Bade-Württemberg, qui appartient à la famille Leibinger. La patronne a dit « Je ne veux pas des 20% de marge que les marchés financiers ont fixés. 8 à 10% me suffisent. En revanche, je vise une production de qualité et un niveau de compétitivité internationale. » Ces entreprises ont donc une liberté d'action plus grande. La chocolaterie Rittersport à Waldenburg, près de Stuttgart, illustre bien la façon dont des petites et moyennes entreprises peuvent utiliser cette liberté d'action. Nous devons être rentables comme les autres entreprises, si nous ne voulons pas perdre notre capacité financière, peut-être même plus que les autres. Cependant, nous avons un gros avantage. Nous ne sommes pas obligés de penser à court terme. Personne ne viendra nous esquinter parce que nous avons un mauvais bilan trimestriel, tout simplement parce que nous ne le publions pas. Avec un chiffre d'affaires annuel de 250 millions d'euros, l'entreprise familiale emploie aujourd'hui environ 800 salariés. Elle n'a pas recours aux licenciements économiques et doit sa croissance à ses recettes et non à la bourse. De mon point de vue, une entreprise est une organisation d'hommes pour les hommes. Sa raison d'être, c'est d'avoir des clients satisfaits, de satisfaire ses clients. On se trompe quand on pense que le plus important, c'est la valeur de l'action. C'est considérer le problème du mauvais côté. Une entreprise prendra de la valeur si ses clients pensent qu'elle en a. Il ne faut pas se tromper. Je vais prendre le cas de Rittersport. C'est encore celui que je connais le mieux. Je ne souhaite pas m'installer dans un autre pays, parce que je n'y trouverai pas les gens d'ici, les Swabs. Ils travaillent le soir, le samedi, ils font bien leur travail et ils sont par conséquent mieux payés qu'ailleurs. Nous avons ici, autour de Stuttgart, un très haut niveau salarial, mais assorti à un très haut niveau technique. Si une machine tombe en panne, elle est réparée en un rien de temps. Ça ne serait pas le cas en Roumanie. Et une usine qui ne tourne pas, ça coûte cher. Tandis que les marchés financiers internationaux entament au début des années 90 leur course mondiale à la rentabilité, Rittersport décide d'investir dans la culture de cacao bio au Nicaragua. À Vaslala, un village au nord-est de la capitale, Managua, l'entreprise finance la formation des paysans, fournit des plants de cacao, construit des routes et un hôpital.
Avec les habitants, une coopérative est fondée. Elle vend directement la matière première à la chocolaterie de Waldenbourg. Cela fait 18 ans que nous sommes là-bas et nous commençons vraiment à faire du bénéfice seulement maintenant. On ne peut pas se projeter ainsi sur du long terme quand on a la pression des bilans trimestriels. Nous ne l'avons pas. Ce projet est né de notre volonté de développer un savoir-faire. Il a également une portée écologique et sociale. On ne cesse de déboiser la forêt tropicale pour en faire des pâturages ou des champs de maïs, ce qui conduit à sa destruction. Il vaut bien mieux cultiver du cacao, ce qui permet d'avoir accès à un produit de très bonne qualité. C'est pour ces raisons que nous avons lancé ce projet. Notre exigence de qualité est très élevée. Qui plus est, notre cacao est bio. Nous payons les paysans plus cher que la moyenne afin qu'ils puissent encore se développer. C'est du donnant-donnant. Nous produisons de la qualité. Et quand on produit de la qualité, il faut évidemment payer la matière première à son juste prix. Le commerce équitable se fait donc automatiquement. Pas besoin pour ça d'organisation ou de label. Ça coule de source. On ne peut pas obtenir un cacao de qualité en ayant recours à l'esclavage. La France n'a pas le même tissu de PME que l'Allemagne. L'Allemagne a des PME dont certaines seraient considérées en France comme de grandes entreprises, avec 5 000, 6 000 employés. Ce sont des entreprises importantes. Je pense notamment à Trigema, qui est dirigé par groupe. Je le cite très souvent parce qu'il gère son entreprise de façon atypique, avec beaucoup de succès, et qu'il travaille seulement en Allemagne. Il y a aussi de grandes entreprises cotées au DAX, comme Porsche ou Audi récemment, qui disent « Nous avons atteint nos résultats grâce à nos salariés qui ont très bien travaillé et se sont donnés à fond. Ils toucheront une prime de 5 000 ou 6 000 euros. » Ça existe, mais c'est rare, alors que ça devrait faire école. Il y a d'autres façons de faire, j'en suis convaincu. Je pense que les petites et moyennes entreprises sont des modèles à méditer et des exemples à suivre, car beaucoup de leurs patrons sont très crédibles. Ils s'investissent et donnent de leur personne pour que l'entreprise n'ait pas cette froide indifférence et qu'elle se montre responsable. Pour les multinationales, c'est plus difficile, car elles dégagent souvent une certaine froideur. Et peut-être y sont-elles contraintes. Il faut faire avec. L'économie mondiale n'est pas un cercle d'amis. L'obligation de rentabilité que les analystes et les directeurs de fonds imposent aux entreprises se répercute directement sur le personnel. Les salariés de Renault en ont fait l'expérience. Comme beaucoup d'anciennes entreprises publiques, Renault a connu, après sa privatisation au début des années 90, la course à la rentabilité, avec des conséquences dramatiques. Le nouveau monde du travail est en France, plus encore qu'en Allemagne, marqué par l'isolement et les dépressions. Un suicide garde toujours sa part de mystère, mais 3 suicides en quelques mois provoquent forcément le trouble. Un mal étrange frappe les entreprises. Une épidémie invisible qui va jusqu'à pousser les plus fragiles au suicide. La France est le 3e pays derrière l'Ukraine et les États-Unis où les dépressions liées au travail sont les plus nombreuses. Le mari de Sylvie était de ceux que cette pression accrue au travail a conduit au désespoir. Par peur des représailles, la jeune femme préfère rester anonyme. Ça faisait 2 semaines que la situation était catastrophique et puis qu'il ne dormait plus. Et moi, j'avais vraiment peur, mais pas du tout peur d'un suicide, jamais j'ai pensé à ça. Mais j'avais peur, il était tellement épuisé, il était dans un état d'épuisement tel que j'avais peur qu'il ait un accident de voiture en allant au travail. Je me disais qu'il n'était pas capable de conduire dans son état de fatigue. Et donc, je lui ai dit qu'il fallait mieux pas qu'il aille travailler ce jour-là, que moi non plus, j'allais pas aller travailler, que j'allais l'accompagner chez un médecin, et que voilà, qu'on allait y aller ensemble, et il m'a dit que c'était pas possible, qu'il avait une réunion extrêmement importante à 8h le matin, qu'il fallait absolument qu'il parte, que c'était déterminant,
et que voilà, j'ai essayé de le retenir physiquement, mais même fatigué, il était plus fort que moi. Et donc il est parti, voilà, alors que j'essayais de le retenir. Et voilà, enfin, il est parti en me disant ce soir. Hein, et puis, il paraît que quand il est arrivé au travail, il allait bien. Il a dit bonjour à tout le monde en souriant. Et puis il a eu cette réunion qui a dû mal se passer, puisqu'après, quelqu'un l'a vu faire les 100 pas, l'air complètement désemparé. Et puis voilà, et à 10h15, il avait sauté. Le mari de Sylvie était ingénieur de développement au technocentre de Renault-Guyancourt. Il y a eu une très forte accélération, en fait, à peu près quelque temps après l'arrivée du nouveau PDG, Carlos Ghosn. Donc on est arrivé aujourd'hui au technocentre exclusivement, après d'une dizaine de suicides, de tentatives de suicide, depuis l'arrivée du PDG. Il y a eu une accélération d'une forme de management qu'on appelle management par objectif, avec la mise en place d'entretiens d'évaluation individuelle, une relation directe entre l'obtention de résultats indépendants des efforts fournis et les promotions ou les augmentations. Donc un système qui a fortement augmenté la pression sur les salariés et aussi la pression qu'il y a dans toutes les grandes entreprises pour avoir un taux de marge à 2 chiffres qui fait qu'il faut que les gens soient moins nombreux, travaillent plus et produisent plus, qu'il s'agisse d'usines ou de bureaux d'études. Le mari de Sylvie travaillait au développement de la nouvelle Laguna. À plusieurs reprises, il a fait part à sa femme d'attaques personnelles de ses supérieurs qui le traitaient de raté, car il n'avait pas atteint ses objectifs en temps voulu. Renault a représenté très longtemps ce qui se faisait de mieux en matière sociale, le laboratoire social, la vitrine des droits des salariés. Et puis il y a eu la privatisation. Et puis petit à petit, Renault, entreprise déficitaire, est devenue entreprise ultra bénéficiaire, etc. Et petit à petit, c'est devenu une entreprise comme les autres, mais qui fait partie de notre patrimoine collectif, historique. Donc ce qui se passe chez Renault, puis chez Peugeot, mais Peugeot n'a pas la même image du tout, hein. Renault bénéficie d'une image qui est très valorisée, très positive. C'est un fleuron quoi, de l'économie française. Donc oui, ça a fait beaucoup parler, ça a fait beaucoup débattre, ça a fait se rendre compte que des gens, et là je vais aussi dire quelque chose qui peut vous étonner, mais à la limite, tant que c'est des ouvriers qui meurent, quelque part, ça fait partie de ce qui est normal. Mais là, ce sont des ingénieurs, ce sont des gens qui, a priori, ne sont pas dans la cible du suicide. C'est pas des alcooliques, c'est pas des gens qui ont des problèmes d'argent, de surendettement. C'est des gens qui ont choisi leur métier, qui sont passionnés par leur métier, qui gagnent bien leur vie. Et donc, bizarrement, là, ça prend une dimension qui est autre. Plusieurs semaines durant, la direction de Renault a essayé de nier tout lien entre la charge de travail et le suicide du mari de Sylvie. Il faudra attendre que 2 autres salariés mettent fin à leur jour pour que l'entreprise fasse quelques concessions. Et il est clair que pour la direction, c'est un sujet qui nous a beaucoup concernés, qui nous questionne. Je ne dirais pas que nous nous en sentons responsables, parce que les suicides, c'est des sujets où il y a beaucoup de raisons personnelles, familiales, éventuellement professionnelles, mais c'est très compliqué à défaire, je dirais, la trame. Mais il est clair que pour nous, notre volonté, c'est de faire en sorte, bien sûr, que ça ne se reproduise pas, et qu'en aucun cas, des raisons professionnelles puissent
participer à ce type d'acte extrême. C'est définitivement un accident du travail. Donc maintenant, tout mon travail, effectivement, consiste à démontrer la faute. Alors, la faute, je la démontre essentiellement au travers des éléments collectifs, c'est-à-dire au travers du travail d'expertise qui démontre que est exercé chez Renault sur l'ensemble des ingénieurs et techniciens une pression trop grande qui les expose à un risque trop grand. Notre objectif est en tout cas de se tourner vers le stress au travail, parce que c'est ça le sujet qui peut nous concerner, faire en sorte que les gens puissent travailler dans un bien-être qui leur permette d'être bien au travail. Ça, c'est notre détermination. Dans ce cadre aussi, nous avons pris des décisions de réduction des horaires d'ouverture de nos sites, qui sont maintenant ouverts de 7h le matin à 20h30 le soir. Nous avons renouvelé l'exigence d'avoir 1 heure de pause le midi. Nous avons interdit les réunions avant 8h le matin ou 18h le soir. Je pourrais vous donner un certain nombre d'exemples comme ceci, qui aident les gens à réguler leur vie professionnelle et en conséquence, de leur réserver le temps pour leur vie personnelle. On veut tout faire, on est OK pour tout, à condition que ça ne touche pas à la rentabilité. Mais comme à la base, il y a un problème de citron trop pressé, il y a évidemment une difficulté. Et effectivement, on se heurte à un blocage sur tout ce qui touche à la pression de rentabilité que met le PDG et qu'il a lui-même des actionnaires. Quel est l'intérêt pour les salariés et pour les acheteurs de véhicules Renault que Renault soit le constructeur généraliste européen le plus rentable? Pour le PDG, on comprend, il va être le meilleur PDG du monde, il est déjà d'ailleurs. Mais pour les salariés, donc l'actionnaire n'a pas forcément demandé, enfin toutes les boîtes ne seront pas le premier de la classe. Ça n'a pas tellement de sens. Il y a aussi une fuite en avant. Et pour nous, une des raisons de ce qui s'est passé, c'est cette volonté du PDG de vouloir faire mieux que tout le monde, enfin mieux en termes de bénéfices, évidemment. Mon mari, sur les derniers mois, me répétait que de toute façon il était nul, qu'il n'arriverait jamais à rien, que de toute façon aucune faute ne lui serait jamais pardonnée, que ça c'était sûr, qu'il ne fallait pas qu'il fasse la moindre erreur parce que toute erreur lui serait fatale. Voilà, donc ça c'est impossible, les gens ne peuvent pas travailler dans ces conditions. C'est vraiment un système qui est mis en place et qui n'a pas... Mon mari n'a pas été seul à le subir. Alors peut-être lui l'a subi plus fortement parce que peut-être que localement c'était plus fort, je ne sais pas. Mais en tous les cas, ce système, il existe. Il a été mis en place sciemment. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable. On ne peut pas accepter que les gens, pour des objectifs de rentabilité ou des objectifs financiers, on ne peut pas accepter un mort tous les 3 mois. Enfin, on vit dans quelle société ? Il est assez rare qu'un patron soit atteint d'une maladie mentale, ait des problèmes psychologiques ou doive consulter un psychanalyste. En revanche, c'est de plus en plus fréquent chez les cadres. Il y a donc un mécanisme qui permet au patron, à la direction, de transférer cette pression. Et ceux qui écopent des difficultés, ce sont les cadres. Je ne suis donc pas étonné des réactions extrêmes, allant jusqu'au suicide,
que nous avons connues ces dernières années. Les cadres ne sont plus maîtres de rien. La hiérarchie transmet très souvent cette pression par des « vous devez » ou avec des phrases comme « notre entreprise attend telle ou telle marge ». Et elle ajoute avec une certaine dose d'hypocrisie « mais c'est à vous de décider comment faire. De là-haut, je ne peux pas tout diriger. J'ai mes propres soucis. » Les cadres ne connaissent plus leurs limites. Ils savent seulement qu'ils doivent faire quelque chose. Et dans toute cette histoire qui ne rime à rien, ils ont le sentiment que s'ils font un faux pas ou tombent, il n'y aura personne pour les rattraper. Et que, au contraire, il y aura quelqu'un pour continuer à leur mettre la pression et leur dire « tu n'es pas assez compétent ». Responsabilité individuelle accrue, augmentation de la charge de travail, exigence de rentabilité plus élevée, isolement et harcèlement. Le nouveau monde du travail engendre de la solitude et est marqué par une cruauté envers l'individu, de plus en plus grande. D'un côté, on observe une radicalisation du management et de la sphère financière, mais de l'autre, on constate que les entreprises se déclarent de plus en plus souvent responsables socialement. On le voit bien sur les sites internet de toutes les grandes entreprises, en Allemagne et ailleurs. On trouve toujours les mots « notre responsabilité »,« responsabilité sociale de l'entreprise »,« citoyenneté de l'entreprise » ou que sais-je encore. Le but à chaque fois étant de faire passer le message « nous agissons de façon responsable ». Le bon management essaie de trouver le juste équilibre. Cela inclut évidemment de mener l'entreprise sur le chemin de la prospérité économique, qui fait partie intégrante de cet équilibre. Ne pas œuvrer dans ce sens serait compromettre ce dernier. La définition de la responsabilité et d'un bon management, ce n'est pas augmenter un peu la valeur de l'action et licencier en même temps la moitié du personnel. Il n'existe pas un seul secteur social qui fonctionne sans la force économique d'un pays. En même temps, une entreprise doit se comporter de manière socialement acceptable et agir de façon convenable. Une entreprise ne peut pas régner comme dans la jungle et tout décimer à coups de machette. Elle doit se comporter correctement en société, accepter et respecter ses règles du jeu. C'est aussi dans son intérêt. L'entreprise a en effet besoin de personnes qualifiées. Or, ce sont la société et l'État, et non pas l'entreprise, qui financent cette qualification par le biais de la formation et de l'école. Et c'est bien ainsi. Ne serait-ce que pour cela, l'entreprise doit reverser un peu à la société. Au cours de ces 15 ou 17 dernières années, beaucoup de patrons ont été poussés à privilégier le court terme. Mais je le dis et je le répète, tout comme je le fais quand je discute avec mes collègues à Francfort, le temps est venu d'en tirer les leçons. On n'est pas forcé de répéter ses erreurs. D'ailleurs, la crise financière mondiale oblige à la réflexion. Nous avons assisté à des excès, et maintenant c'est le retour de balancier, avec priorité donnée au développement durable. Développement durable et justice intergénérationnelle allant de pair. Nous devons nous demander quelle est la raison d'être d'une entreprise. Est-elle de renforcer certaines élites ou est-elle d'augmenter le niveau de vie général? L'approche humaniste est évidemment la seconde. Moi, j'ai pas su aider mon mari au moment où il en avait besoin. Ça, je porte cette responsabilité. Véritablement, j'ai conscience de cette responsabilité et je paie tous les jours pour ça. C'est extrêmement important de faire passer ce message aux entreprises qu'elles ne peuvent pas se comporter comme ça et aux salariés qu'ils ne doivent pas accepter ce type de choses. C'est clé, c'est important si on veut que les choses progressent.
Évidemment, on peut toujours dire que si les hommes sont contents d'avoir une économie qui ressemble à une jungle, alors alléluia. Mais l'économie, c'est plus qu'une jungle. C'est la force dominante de notre société moderne. Elle n'est pas légitime d'emblée. Elle doit précisément gagner sa légitimité en se montrant comptable de tout, pas seulement de la rentabilité et des intérêts. Elle doit vraiment revenir vers les hommes. Et alors, elle constatera qu'elle est payée en retour de la plus belle des façons.